Mesdames et messieurs, bonsoir. Les récents événements au processus électoral en cours alimentent les débats tant auprès des Gabonais, mais des états-majors politiques. C'est le cas du mouvement Ensemble pour le Gabon qui a récemment levé le voile sur les préoccupations majeures, dénonçant un affaiblissement, selon EPG, du rôle du Parlement et un manque de transparence dans l'organisation des élections. Pour décortiquer ces enjeux avec nous, nous avons l'honneur de recevoir le président Alain-Claude Bilebizé, qui n'est plus à présenter, ancien parlementaire, ancien membre du gouvernement et d'ailleurs ancien Premier ministre. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de Radio Gabon à cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. À côté de lui, nous avons Maître Béranger, avocat au barreau du Gabon. Merci, Maître, merci à vous d'avoir accepté d'être là. C'est un plaisir d'être dans vos locaux et en face de Monsieur le Premier ministre. Comme on dit, le titre reste, donc c'est un plaisir. Alors, chers auditeurs, nous sommes dans « Et si on en parlait ?» Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un débat qui agite l'actualité politique gabonaise. Déjà d'entrée de jeu, nous allons jeter le pavé dans la mare. Monsieur le Président, vous avez récemment, par rapport à l'actualité nationale, été reçu par Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef du gouvernement. Qu'en est-il? Que ressort-il de cette rencontre au lendemain de votre conférence de presse? Bien, je vous remercie pour cette opportunité. Il me semble utile en effet que le débat soit porté sur les enjeux nationaux et que les médias publics, comme le fait Radio Gabon aussi, puissent donner l'opportunité aux acteurs d'édifier l'opinion sur des positions qui sont les nôtres. Nous avons donc, en tant que parti politique Ensemble pour le Gabon, mené un certain nombre d'actions pour alerter les gouvernants sur ce que nous percevions comme des manquements à la loi électorale par rapport à l'organisation des élections. Nous avons mis en lumière à plusieurs reprises un certain nombre de faits tirés à la fois de la gestion que l'on observait, mais que l'on mettait en contradiction avec les dispositions de la loi électorale. Et il se trouve que, à l'issue du référendum de novembre 2024, une nouvelle constitution a été adoptée qui fait du président de la République le chef du gouvernement. Et donc, des problèmes que posent les acteurs politiques, ils le posent à la fois à l'opinion publique, mais lorsqu'il faut trouver des solutions, il faut rencontrer celui qui dirige. Et j'ai donc rencontré le chef de l'État, chef du gouvernement, pour lui dire de visu ce que pense Ensemble pour le Gabon du processus en cours. Et ce que pense Ensemble pour le Gabon, c'est que ce processus aurait pu être mieux mené. On aurait dû prendre le temps de bien faire les choses. Là, nous sommes dans la précipitation. À l'heure où nous parlons, ça fait plusieurs jours que la campagne est lancée. On n'a toujours pas la liste électorale publique. On ne sait pas combien d'électeurs il y a au Gabon aujourd'hui à l'issue de la révision. On ne sait pas combien d'électeurs il y a par circonscription. Et donc, c'est un manquement que nous avons relevé. Tout comme nous avons relevé que la loi électorale prévoit qu'il y ait un délai de 30 jours au moins entre la publication de la liste des candidats et la date du scrutin, et que ce délai n'a pas été respecté. Donc voilà, je suis allé lui dire, il m'a répondu qu'il s'était engagé à finir avec la transition en septembre, et qu'il a des engagements au niveau national et international, et qu'au regard de cela, il est obligé d'aller dans ce sens-là, mais qu'il prendrait des dispositions pour qu'il y ait un maximum de transparence. On verra bien sur le terrain. Alors, vous dénonciez justement cette nouvelle constitution, selon vous, qui affaiblit le Parlement. En quoi l'article 41, que vous évoquiez lors de la conférence de presse, fait du président à la fois chef du gouvernement, c'est vrai, mais est-ce que à partir de là, on peut dire que tout est biaisé? En fait, c'est deux choses. Il y a le processus en cours, on y reviendra. Mais il y a aujourd'hui le rôle et la place du Parlement et donc du parlementaire. Le régime gabonais a changé.
Nous étions jusqu'en 2024 sous un régime qu'on disait semi-parlementaire ou semi-présidentiel, où en fait le chef du gouvernement, selon la tradition de cette constitution, ou plutôt de ce régime, le chef du gouvernement était de fait le chef de la majorité parlementaire. À partir du moment où le chef de l'État est en même temps chef du gouvernement, la majorité parlementaire n'existe plus. Il y a un chef d'État, chef du gouvernement, et le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution actuelle. Le gouvernement est responsable devant le président de la République. C'est écrit noir sur blanc. Donc le Parlement aujourd'hui ne peut plus faire une motion de censure, comme on le voit en France aujourd'hui. Pourquoi en France aujourd'hui, alors que le gouvernement peut tomber, M. Macron reste en fonction? Parce que c'est distinct. Le mandat de M. Macron et le mandat du Premier ministre qu'il nomme. Celui du Premier ministre dépend en réalité de sa majorité parlementaire. Une fois que le Premier ministre a perdu sa majorité parlementaire, il rend sa démission. Mais le chef de l'État reste en fonction. Au Gabon aujourd'hui, quelle que soit la majorité parlementaire, si demain l'opposition était majoritaire, elle ne pourrait pas faire tomber le gouvernement. Parce que le chef de l'État ne répond pas du Parlement. Donc c'est un changement majeur dans notre organisation institutionnelle que nous n'avons pas beaucoup imprégné, que les Gabonais n'ont pas beaucoup compris. Et lorsqu'il y a eu le débat sur le référendum, on n'a pas été sur le fond des questions. Et aujourd'hui, on se retrouve confronté à quoi? À une situation qui est telle qu'en fait, à l'issue des élections, dans la précédente constitution, le chef du gouvernement, chaque fois qu'on sortait d'une élection parlementaire ou présidentielle, il rendait la démission de ce gouvernement. Là, aujourd'hui, sorti de cette élection, le chef du gouvernement, qui est le chef de l'État, ne rendra pas la démission de son gouvernement. C'est comme s'il n'y avait pas eu élection. Ouais. Maître Béranger, au vu de cette actualité, nous reviendrons avec vous, Président, par rapport aux articles du 79, 80, 81, que vous évoquez d'ailleurs aussi lors de votre conférence de presse. Maître Béranger, vous êtes un Gabonais, déjà d'abord, et vous êtes avocat au barreau du Gabon. Tout à fait. Il me semble quand même que vous avez été consulté lors de l'élaboration du nouveau code électoral et de la nouvelle constitution. Tout à fait. Votre regard justement sur ce qui se fait aujourd'hui. En fait, il y a plus ou moins violation, selon les partis politiques, violation justement du code qui a été mis en place pour justement l'organisation de ces élections. Quel est votre regard en tant qu'avocat et en tant que citoyen? D'abord, en tant que citoyen, j'apprécie l'exercice républicain à la suite de la rencontre du chef de l'État avec M. Alain-Claude Billy-Binze. Je trouve que ça relève de ce que j'appelle l'élégance politique. Il faut avoir de l'élégance politique parce que ce qui en réalité est important, c'est notre nation, notre pays. Et donc, il faut que les acteurs politiques aient l'élégance de se parler, de se rencontrer pour ajuster les incompréhensions, les désaccords sur, la conduite de la chose publique. Maintenant, sur la violation de certaines dispositions du code électoral, effectivement, il y a un problème au niveau des délais, du respect des délais. Mais ce qui m'intéresse, moi, en tant que juriste, c'est quelle est la portée substantielle de ces violations, je peux dire. Est-ce que ces violations rendent moins crédible l'élection? Je ne pense pas. Est-ce que ces violations sont de nature à décrédibiliser ou bien à délégitimiser les personnes qui vont être élues? Je ne pense pas. Mais effectivement, il aurait été bien pour un nouveau régime et dans une nouvelle république que les textes commencent à être respectés. Parce qu'un texte, lorsqu'il est mis, et lorsqu'on donne des délais, c'est pour qu'il soit appliqué. Et si pour des engagements par ailleurs, on ne respecte pas, ça ne donne pas un bon message, pour la nation qu'on veut construire. Et donc, à ce niveau, oui, je suis un peu dessus. Mais je peux comprendre également, la précipitation. Peut-être on a des engagements et monsieur le président connaît mieux la pression internationale et même nationale lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle comme le Gabon l'a connu depuis le coup d'État ou le coup de libération, c'est selon. Et donc, personnellement, je pense qu'il est important que nous allions aux élections pour renouveler la classe politique, pour renouveler notre Parlement et pour faire vivre nos institutions. Il parlait tout à l'heure effectivement du changement constitutionnel sur la responsabilité du gouvernement. Dans un débat
dans l'une des chaînes consoeurs à vous, j'ai eu justement à donner mon avis sur ce changement au niveau de la responsabilité du gouvernement qui se trouve, on va dire, dénué. Mais j'aime les expériences. Je veux dire, nous n'avons jamais essayé ce modèle. Essayons voir. Essayons voir et après on en reparlera avec Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous vouliez peut-être Oui, revenir sur... d'abord par le dernier point. Allez-y. C'est un modèle qui a été essayé au Gabon. Ah d'accord. La constitution de 2024 ici est presque point pour point celle de 2060-61 qui a d'ailleurs conduit au coup d'État parce qu'on a estimé que le président avait trop de pouvoir. C'est ça. C'est une réalité, il faut regarder, vous vérifierez, je sais que vous le ferez au sortir d'ici. Je prendrai le temps. Absolument. Donc on l'a déjà essayé, c'est ce qui a conduit au coup d'État en 64. D'accord. Pour ce qui est de la question du respect de la loi, vous voyez, c'est toujours l'alignement entre la nécessité du terrain et le respect de la loi. Et nous devons tout faire pour rapprocher les deux. Si on prend une loi, on s'organise pour la faire appliquer. C'est le bon message qu'il faut envoyer. On ne peut pas ne pas appliquer une loi en disant, comme il y a nécessité, on peut passer outre. Pourquoi je le dis ? Lorsqu'on a demandé aux candidats, dans les délais légaux, de déposer leur dossier, les candidats qui n'ont pas déposé à temps n'ont pas pu le faire par la suite. Le gouvernement a certes ajouté quelques jours supplémentaires, ce qui a permis à certains de se rattraper. Ensuite, il y a eu tout un pataquès sur la gestion des candidatures. On ne sait pas pourquoi certaines candidatures ont été rejetées, on ne sait pas pourquoi d'autres ont été rattrapées. Tout ceci a donné lieu à pas mal d'incompréhensions. Ensuite, concernant la question de la communauté internationale, nous avions, en son temps, sollicité du gouvernement de la transition que dirigeait Brice Clotaire Oligui Nguema d'inverser le calendrier, de commencer par les élections mineures, les municipales, de monter aux élections législatives pour tester le modèle et voir si le nouveau code fonctionne bien pour en finir avec la présidentielle. Ils ont choisi l'inverse. Aujourd'hui, on va à cette élection. Sur le calendrier national, une fois qu'on aurait élu ce Parlement, que se passera-t-il ? Ce Parlement entre en fonction à quel moment ? Il va se passer plusieurs mois avant que le Parlement n'entre en fonction pour sa première législature. Il n'y avait donc pas urgence à faire ces élections maintenant. Et vous vous rendez compte que par la suite, à l'heure où nous parlons, personne ne sait au Gabon quel est le nombre d'électeurs aujourd'hui inscrits sur ces listes électorales. Vous avez quand même essayé de demander au ministre de l'Intérieur pour avoir justement un fichier exhaustif de ce que représente aujourd'hui, parce qu'on parle de 800 000. À la présidentielle, on était à plus de 900 000, presque 920 930 000 électeurs à la présidentielle. Là, il y a une révision. Ceux qui ont atteint 18 ans entre-temps vont pouvoir s'inscrire. Cette révision permet également de retirer les décédés. Cette révision permet également de faire en sorte que ceux qui ont voulu changer de lieu de vote puissent le faire. Ce n'est pas un débat de personne pour que j'aille voir le ministre de l'Intérieur, j'aurais pu. Mais le ministère de l'Intérieur a l'obligation de rendre publique la liste électorale. Mais à l'heure où nous parlons, on ne l'a pas encore. Donc c'est un sujet. Pourquoi est-ce que c'est important ? Prenez quelqu'un qui est un citoyen, qui en 2025 à la présidentielle a voté à Libreville. Et là, pour les législatives, il est candidat à Ndjolé. Mais pour être candidat à Ndjolé, il faut figurer sur la liste électorale de Ndjolé. Il a fait ce changement. Mais au moment où on va sortir la liste, il se rend compte qu'il ne figure pas à Ndjolé. Il faut donc qu'il aille réclamer pour qu'on prenne en compte ce changement-là. Mais il est déjà candidat. Or, si on n'est pas sur la liste électorale, la candidature est invalidée. Voilà ce que dit le code électoral. Donc de ce point de vue, nous sommes en train de nous précipiter, mais j'entends, quand le chef de l'État me dit j'ai des obligations, j'ai pris des engagements, il faut que je les respecte. Mais ces engagements-là, nous les connaissions. Quand on fait un coup d'État, on sait qu'il va y avoir des sanctions. Lorsque on a fini avec la présidentielle, l'Union africaine a levé les sanctions contre le Gabon. Elles sont levées, ces sanctions-là. À part l'Union africaine, personne d'autre n'a sanctionné le Gabon. Avant même l'élection, le Commonwealth était venu pour dire, bon, mais écoutez, les choses se passent bien, on accompagne. Après la présidentielle, le Commonwealth a levé les sanctions. Donc le Gabon n'est sous aucune sanction internationale. Si c'est la question des bailleurs de fonds, même sous la transition, le Gabon a continué à travailler avec le FMI, la Banque mondiale, la BAD. Donc, oui, je peux entendre ce qu'il dit et je le comprends parfaitement, sauf que quand on prend une loi, on l'applique.
Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Allez-y, Maître C'est Béranger. ce que je disais tout à l'heure. On Le principe, c'est qu'une loi doit être appliquée, je veux dire, par simple bon sens. On applique une loi et par loyauté aussi. Je le disais tout à l'heure, j'aurais souhaité que le code électoral, que le nouveau code électoral soit appliqué pour sa première application, parce que on nous a dit c'est une nouvelle république. Et donc, si c'est une nouvelle république, on fait les choses différemment. Et je me réjouis que Monsieur le Président soit là, parce que dans l'ancien régime, les choses n'ont pas toujours été bien faites. Et nous le savons tous. C'est l'ancien régime qui a mis ce pays dans tout ce que nous connaissons. Et moi, je n'ai pas fait de la politique. Et ça ne m'intéresse pas. Mais je suis intéressé par la vie, je veux dire la vie commune, la maison commune. Et c'est ce que je dis, que lorsqu'un texte est mis, on doit le respecter. Mais il y a des circonstances qui font qu'un texte peut ne pas être respecté lorsque la violation n'a pas un caractère substantiel permettant soit d'invalider. Ce pas des dispositions qui sont Mais en termes de crédibilité, bien sûr, en termes de crédibilité, est-ce que normalement un texte qui a été mis en place pour réformer devrait être violé à nouveau? Non, c'est ça. Quelle est la crédibilité justement de l'institution à ce moment-là? Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que la violation peut décrédibiliser notre élection. Parce que ça montre que les choses ne sont pas bien faites sur des choses tout à fait simples. Je veux dire, respecter un délai, c'est la chose la plus facile. Si on vous dit 15 jours avant, vous respectez 15 jours avant. Il n'y a pas de réflexion. Mais en tant que praticien du droit, nous avons ce qu'on appelle chez nous la violation substantielle. Il y a des conditions qui peuvent être mises, prévues par la loi, et dont la violation, bien que n'étant pas admise légalement, peut être comprise à partir du moment où c'est pas une violation ou une disposition qui est prescrite à peine de nullité. Je veux dire, les violations dont parle Monsieur le Président, nous les comprenons. Et je pense que le Président de la République lui a fait comprendre. Il lui a également expliqué les exigences. La loi comprend. C'est pour ça que je vous ai entendu dire. La loi comprend parce que cette violation ne peut pas entraîner en l'état la nullité de l'élection législative. Et je vous ai dit, je comprends qu'il y ait cette violation. Je ne la cautionne pas parce que nous sommes dans un nouveau cadre politique qui devrait nous amener à respecter les textes, les délais et toutes les conditions fixées par la loi. Mais les circonstances peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, un texte ne soit pas intégralement violé. Et là, on parle de substantialité de la violation ou pas. Alors, j'ai deux petits éléments. Pardon. Le premier, j'entends la question de l'ancien régime. Pardonnez-moi, mais il n'y a pas eu au Gabon un coup de baguette magique qui a changé le Gabonais radicalement parce qu'on a dit qu'on avait changé une constitution. J'observe qu'au ministère de l'Intérieur, travaillent, tous ceux qui étaient là, soit Ali Bongo, hauts fonctionnaires, etc. J'observe que la CNOSER, qui aujourd'hui organise les élections, est composée pour l'essentiel de ceux qui avaient organisé les élections avec Ali Bongo. J'observe que la haute administration est quasiment la même. Mais un régime, c'est quoi? Un régime, c'est un gouvernement, c'est une administration, c'est la sécurité, c'est le haut commandement. Et donc, le général Brice Oligui Nguema a fait partie, avec les autres, de cet ancien régime. Et maintenant qu'on a décidé de changer, changeons. Commençons par, justement, puisque c'est quelque chose qui n'a pas, selon vous, c'est plus une violation substantielle, pourquoi donc la faire? Puisqu'on aurait pu faire différemment. Le troisième élément que je veux amener sur la table, si vous permettez, c'est la question du financement. D'accord. La transparence et la crédibilité, c'est tout au long du processus. Le financement de la démocratie, la Constitution a prévu qu'une loi organique serait prise pour la question du financement. Depuis là, on prépare les élections. Pourquoi on n'a pas pris une loi sur le financement des campagnes électorales? Et donc, on a aujourd'hui, et c'est aussi un manque de transparence, des citoyens qui sont candidats par leurs idées, par leurs petits moyens propres, et ils ont en face d'eux une machine politique soutenue par le pouvoir qui finance outrancieusement ces candidats. Et donc, il y a un manque d'équité dans cette élection. Et là, c'est d'un point de vue moral et éthique. Et ensuite, maintenant, pour revenir à la question du texte, l'obligation qui est faite par le ministère de publier la liste électorale. Je viens de vous indiquer tantôt qu'on va arriver à des situations telles que quelqu'un est candidat à Ndjolé et il est encore inscrit à Libreville. Comment on fait? Comment on fait lorsque un candidat à la députation, son nom se trouve à Tchibanga alors qu'il est candidat à Ovendo? Comment on fait ça? Oui, Monsieur le Président, vous savez que les opérations de révision de liste électorale ont été faites.
c'était public. Et tout le monde a... Vous ne pouvez pas, vous substituer à un individu pour dire que son nom ne figure pas dans une liste électorale ou... voilà, c'est au candidat. C'est ça qu'on appelle la qualité du plaignant. Non, mais... Je comprends que, monsieur le président, ce que je dis, c'est que je peux comprendre qu'il puisse évoquer ce moyen. Mais il faut aussi comprendre que les listes électorales ont été révisées. Et il y a eu une phase où les personnes ont pu aller vérifier si leurs noms sont inscrits, si elles ont été délocalisées, elles ont fait des demandes de réenrôlement. Non, cette phase n'a pas été respectée, maître. Cette phase est prévue, elle n'a pas été respectée. Pour que quelqu'un aille vérifier, il faut que la liste soit affichée, première chose. D'accord. Ensuite, on nous dit qu'ils peuvent vérifier en ligne. Mais nous sommes au Gabon, je suis désolé, on n'a pas encore un pays où tout le monde a accès à ce moyen d'aller vérifier en ligne. Première chose. Deuxième chose, l'électeur, lui, dans la Constitution, surtout dans la loi électorale, a le droit de contester une candidature. Dès lors que le candidat, son nom ne figure pas sur la liste. Il faut donc que cette liste soit publique. Le fait de dire qu'une liste est publique, pourquoi est-ce qu'il y a un problème à ce niveau? L'autre violation manifeste, c'est la disposition relative au délai. Et vous abordez même justement la question que je voulais... Allez-y, voilà. Président. Au délai à respecter entre la démission d'un parti politique et la candidature. Il est évident que 80% des candidats UDB étaient membres du PDG. Et beaucoup d'entre eux sont partis du PDG sans respecter le délai. Le PDG a fait introduire auprès de la Cour constitutionnelle, les candidats ont introduit eux-mêmes des requêtes qui ont été donc invalidées, annulées, retirées par le président du parti. Ce qui est une violation de la loi. C'est celui qui a introduit la requête qui peut la retirer, intitut personnel. Ça n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, on a une violation manifeste de la loi par l'UDB. Le cas le plus patent, c'est M. Biyoremba, Paul. D'accord. Jusqu'en juillet 2025, il est premier vice-président du PDG. Il quitte le PDG en juillet 2025 lorsque naît l'UDB. D'ailleurs, il le quitte quelques temps après la naissance de l'UDB. Et il est candidat aux élections, là, en septembre, sur une liste électorale, une liste de candidature au local. C'est une violation flagrante de la loi, au vu et su de tous. Et donc, vous savez, vous avez dit que ce n'est pas substantiel. Mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Je suis d'accord avec vous. Ce sont ces petites violations qui finissent par entamer la crédibilité de tout le processus. Et donc, si la loi est adaptable en fonction de la volonté du président, mais la volonté du général ne doit pas faire la volonté générale. Je suis d'accord avec vous, mais les textes prévoient des voies de recours. Justement. Cas, les textes prévoient des voies de recours et la qualité de ceux qui doivent faire ces voies de recours. À l'époque, on parlait que nous sommes, et nous le disons, jusque nous sommes un état de droit. Si vous estimez que votre droit a été violé, ou si vous estimez que la candidature d'une personne est non conforme à la loi, vous utilisez les voies de recours. Vous pouvez parler politiquement, mais c'est la loi. Et si la loi est violée, ce n'est pas de manière politique qu'on le règle, c'est de manière, procédurale, judiciaire. On saisit la Cour constitutionnelle, on saisit l'instance habilitée. Et je ne sais pas si vous avez saisi la juridiction compétente pour réclamer. Je pense que vous êtes allé voir le président de la République. Je suis en train de dire, moi je ne suis pas dans le jeu politique, je suis dans le jeu légal. Pour moi, un texte n'a de sens que s'il y a des voies de recours. Et je tiens à vous dire que, je vous dis tout à l'heure que je sais qu'il y a des violations, nous le savons tous. Et le seul reproche que je peux faire au nouveau régime, c'est de montrer un visage qui n'est pas rassurant dans le cas des élections qui se passent. Parce qu'on commence à violer les nouveaux textes qu'ils ont eux-mêmes initiés. Donc, à ce niveau, j'exprime, ma désapprobation face à cette façon de faire. Mais je tiens toujours à dire que lorsqu'on a une récrimination à faire, on utilise également les voies légales prévues par les mêmes textes qui ont été violés. Et à ce niveau, si Ensemble pour le Gabon ou tout autre individu ou parti estime que ses droits ou les droits d'une personne dont elle voudrait défendre les intérêts ont été violés ou qu'un texte a été violé, elle regarde ce que prévoit le texte et si le texte lui donne compétence pour faire le recours, elle fait la voie de recours et les juridictions en pression. La liste Ensemble pour le Gabon, 2e arrondissement de Makoukou, est invalidée suite à un recours introduit par le PDG devant le tribunal administratif de Makoukou. Très bien. Ensemble pour le Gabon répond donc par rapport à cette récrimination parce qu'on reprochait à l'un des candidats sur la liste de n'avoir pas démissionné du PDG avant.
le citoyen apporte donc la preuve qu'il a démissionné. Et le tribunal dit, oui, mais sur votre démission, il n'y a pas le cachet du PDG. Et le gars dit, mais je ne suis pas comptable du cachet du PDG. Et le secrétaire fédéral qui avait donc enregistré confirme par audition d'huissier de justice que ce garçon-là a bien démissionné dans les délais. C'est confirmé. Le tribunal administratif Makoukou nous répond qu'il n'est pas compétent, que lui, il juge en premier, en dernier ressort des résultats des élections et que sa décision ne peut pas être révisée malgré l'élément nouveau qui est apporté. Ça pose un énorme problème pour 2 raisons. Première raison, la loi dit effectivement que le tribunal administratif juge les résultats en premier et en dernier ressort. Il ne s'agissait pas là de résultats, il s'agissait de candidature. Et donc là, il y a un problème sur cette loi où le candidat ne peut pas porter recours une fois que le tribunal administratif a jugé. Le paradoxe, c'est qu'au tribunal administratif OIM, eux, ils ont réussi à réviser leur décision dès l'instant où les candidats ont apporté des éléments nouveaux pour éclairer le tribunal. À Makoukou, cela a été refusé. Donc, dans un pays, il y a 2 interprétations de la même loi. D'accord, mais sans vous couper, Monsieur le Président, je ne vais pas m'ériger en défenseur des tribunaux. Écoutez, par éthique, je ne peux pas critiquer une décision de justice dont je ne connais pas. Votre statut vous confère justement ce droit de revenir sur un certain nombre de choses qui ne vous semblent pas correctes par rapport à ce que dit la loi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà pourquoi je suis en train de dire que là, Monsieur le Président présente des faits, certainement à sa manière. Je suis sûr que si je faisais venir sur ce plateau le président du tribunal administratif de Makoukou, il me dirait autre chose. Donc je préfère ne pas commenter ce qu'il dit. Je vais croire à ce qu'il dit et je vérifierai. Mais je préfère ne pas faire de commentaires parce que je ne connais pas la quintessence de ce dossier, les éléments du dossier et ce qui a fait en sorte que le tribunal rende la décision qui a invalidé la candidature de la liste de son parti. Dans tous les cas, je suis en train de vous dire qu'un pays, un état de droit, on respecte aussi les décisions de justice. Qu'elles nous plaisent ou pas. On respecte les décisions de justice parce que si on ne les respecte pas, on ne peut pas saisir la justice ou bien être traduit devant la justice et espérer que les décisions vont nous être toujours favorables. Rassurez-vous, je sais que lorsqu'on pense avoir raison et que l'on vous dit que vous n'avez pas raison, ça peut être choquant. Mais les indicateurs et les moyens d'appréciation pour rendre une décision de justice ne sont pas toujours politiques. Ils sont parfois d'ordre légal et judiciaire. Et on en reparlera, vous me donnerez le temps de vérifier ce que vous dites devant les 2 juridictions. Et donc, pour l'instant, je préfère ne pas faire le commentaire. Juste 2 choses. Vous avez dit tantôt qu'il y a des voies de recours. Tout à fait. Je vous fais observer que dans ce cas-là, il n'y a pas eu de voie de recours. Quand il y a une voie de recours, c'est qu'il y a une première décision et qu'on peut aller ensuite en recours. Il n'y en a pas eu. C'est la première chose. La seconde, maître. Permettez-moi juste de vous dire qu'une voie de recours ne veut pas dire qu'on attaque une décision rendue. Une voie de recours, c'est le moyen qu'on offre à un justiciable de faire valoir devant la justice ses prétentions. Sauf que cette voie de recours judiciaire peut être la voie unique. C'est ce qu'on appelle justement une décision rendue en premier et dernier ressort. Et dans ce cas, un recours, dans le cas qui nous concerne ici, la décision en premier et dernier ressort ne concerne que les résultats des élections. Là, on était pour résultat. C'est ce que dit la loi. Mais je m'efforce, moi, dans mon parcours politique, de dire des choses vérifiables. Lorsque je prends la parole, je m'efforce de dire les choses en toute objectivité et honnêteté. On peut ne pas être d'accord politiquement, mais j'essaie d'être sur les faits. Et c'est pour cela que jusqu'à présent, je n'ai pas eu de contestation sur les faits que j'ai indiqués depuis que je suis sur mon parcours politique. Je m'y efforce. Je sais que nous n'avons pas investi un nombre de candidats suffisant pour espérer une majorité à l'Assemblée. Lorsque vous avez une assemblée de 145 sièges et que vous investissez 20 députés, vous savez que vous n'êtes pas parti pour être majoritaire, nous le savons. Le débat ne se pose pas ici sur la question de la majorité. Le débat se pose sur 2 éléments. Premièrement, ce code électoral mis en place par le nouveau régime, pour reprendre votre expression, est violé par ce même nouveau régime. Violation mineure ou majeure, il est violé. On est d'accord. Bien. Le deuxième élément, c'est que l'affaiblissement du Parlement conduit aujourd'hui à mener une campagne qui n'a aucun rapport avec ce qu'est le Parlement. Moi, lorsque j'entends les gens rentrer en campagne pour dire « il faut nous voter pour qu'on ait soutenu le président », je leur réponds « le président, dans la constitution actuelle, n'a pas besoin de votre soutien. Il peut gouverner sans votre soutien. » Ça, c'est un. De 2, lorsqu'une loi est bonne pour le pays, quel que soit le bord auquel on appartient,
le député vote d'abord la loi pour le pays. Dans ce débat-là, ce n'est pas parce que les régimes précédents ont manqué de majorité que le pays ne s'est pas développé. Ils ont même eu toutes les majorités suffisantes. Et s'il y a eu des problèmes, ce n'est pas par manque de majorité, c'est sur la question de la gestion de l'État. Et donc, il ne faut pas déplacer les éléments. Moi, je continue à dire que cette constitution, on a voulu sortir d'un régime par des chemins constitutionnels, mais à la pratique, on voit bien qu'il y a des limites. Je suis d'accord, mais si vous me permettez... Allez-y, avant d'aborder d'autres aspects. Je suis juste en train de dire que, vous savez, quand une œuvre humaine est perfectible, toute œuvre humaine est perfectible. Moi, je suis enfant de ce pays, comme vous, comme M. Bilibinze. Et nous pouvons tous nous poser la question, est-ce que, depuis que nous sommes jeunes jusqu'à aujourd'hui, est-ce que notre pays ressemble à ce que nous aurions souhaité qu'il le soit, au regard, je veux dire, de la compétence de nos élites politiques? Monsieur le Président, c'est une personne brillante. Je ne vais pas le dénier. Mais on peut se poser la question, est-ce que on a fait ce qu'il fallait faire à cette époque pour donner à ce pays la fierté qu'il mérite? Je pense que non. Et aujourd'hui, on essaie, je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer avec le nouveau régime. Donc je suis d'accord avec lui, d'exprimer les couacs qu'il y a dans l'organisation des élections, dans la façon de gérer la politique. Mais je ne suis pas contre ceux qui passent leur temps à se plaindre et à chercher les noises, je veux dire. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que la nation, notre pays a besoin de se construire. Il a besoin de se construire avec tout le monde. Et les outils que nous avons aujourd'hui, le Parlement que nous aurions, n'aura de force, pas d'abord parce que la loi la lui donne, mais d'abord parce qu'il nous faut des hommes politiques qui soient des personnes de carrure. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est qu'on a ouvert, je veux dire, les voies politiques, excusez-moi, mais à tout et à un peu n'importe quoi. Et on va avoir, et c'est ça qui me gêne profondément, un Parlement qui, à mon sens aujourd'hui, ne me donne pas les garanties ou les prémices d'un Parlement qui pourrait affirmer son indépendance et sa force. Ce n'est pas une question de pouvoir contrôler le gouvernement. La nouvelle Constitution prévoit des mécanismes qui permettront au Parlement d'avoir un regard sur l'activité du président de la République, donc du gouvernement. Il suffirait que ces personnes puissent s'en servir, lire la loi, savoir quel est leur véritable pouvoir et s'affranchir justement de cette dépendance politique au parti auquel ils ont appartenu. Ce qui nous a dérangés, en tout cas ce qui me concerne, depuis que je suis, je veux dire, adulte, regardant, m'intéressant à la vie politique, c'est cette léthargie qu'il y avait dans nos parlements de l'époque. Cette somnolence de nos parlementaires, ce manque de, je veux dire, je peux même dire de patriotisme de nos parlementaires. Et je veux espérer qu'avec le nouveau Parlement, nous allons avoir des hommes politiques qui soient forts. Mais, au regard des candidats que je regarde, je peux le lui concéder, au regard des candidatures... Monsieur le Président, oui. Ensemble pour le Gabon, encore une fois, lors de votre conférence de presse, dénonce justement le fait qu'il n'y ait pas, le gouvernement actuel ne puisse pas, dans les délais, rendre les résultats de cette élection. C'est sur quoi, en fait, sur quoi sont basées vos craintes? Bon, d'abord, si vous permettez, je veux rebondir un peu très sur ce que rapidement, oui, très rapidement. Absolument. Voyez-vous, j'ai indiqué au cours d'une émission sur une antenne concurrente à la vôtre ici, que nous sommes le pays des occasions manquées. Moi, je n'ai pas applaudi le coup d'État, mais le coup d'État a eu lieu et il y a une transition. Pourquoi je dis que nous sommes le pays des occasions manquées? Je pense que nous avons raté deux choses. La première, c'est que le Parti démocratique gabonais, qui a gouverné le pays pendant 60 ans, aurait dû, même par la force de la loi, être amené à aller camper dans l'opposition. Vous n'êtes plus au pouvoir, c'est fini, allez dans l'opposition. Ce qui aurait permis d'établir un vrai jeu démocratique aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les mêmes qui hier ont été dans ce Parlement-là, qui a été léthargique, qui sont un nouveau candidat pour aller dans ce même Parlement.
On va avoir la question mentale de se dire, nous sommes là-bas pour soutenir l'action du président. Ça veut donc dire qu'on recommettra les mêmes erreurs, non pas pour amener le président au respect de la Constitution, au respect de sa parole, au respect des lois du pays, au respect de son projet, mais pour dire on soutient, on applaudit, c'est tout. J'ai été parlementaire. Et ayant été parlementaire, lorsqu'il y a un débat au Parlement, les députés s'expriment librement, donnent des idées. Chacun s'exprime librement. Et parfois, des idées percutantes. Mais au moment du vote, on vote dans le sens de ce qui est arrivé par discipline militante. Et c'est cela qu'il faut changer. Et ça, on le change non pas par les textes, parce que les textes sont bons, on le change par les hommes. Il faut maintenant des hommes neufs. Or là, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, c'est un changement d'étiquette politique avec les mêmes personnes. Et je suis d'accord avec vous. Ce que j'aurais souhaité, vous m'excuserez, j'aurais souhaité que vous ayez cette posture lorsque vous étiez, je veux dire, dans les rênes du pouvoir. Je l'ai eu. Je ne me souviens pas que vous l'ayez eu, monsieur le président. Ah, si. Je veux dire, vous êtes systématiquement allé dans le sens du parti que vous défendiez, même si, je vais dire, les choses n'ont pas toujours été bien faites. Nous avons vu les révisions, nous avons vu les trépatouillages des textes qui gouvernent le pays, et vous avez souvent été, vous avez souvent cautionné cela. Non. Vous savez, la dernière fois, on a eu... Attendez, non, je vous permets pas un tel jugement parce que vous n'en savez rien. D'accord. Vous n'étiez pas avec moi dans les instances. Vous ne savez pas quels étaient les débats internes. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé à l'intérieur, vous ne pouvez pas juger définitivement quelque chose. Vous n'en saviez rien. Monsieur le Président, prenez des positions publiques. Pourquoi on ne vous soupçonne pas? Parce que quand vous nous dites que je ne sais pas ce qui était à l'intérieur, comment aurais-je pu être à l'intérieur? Je ne vous juge que de l'extérieur. J'ai entendu cette critique faite souvent. Mais excusez-moi, ça fait 2 ans qu'il y a un gouvernement de transition et ceux qui sont là aujourd'hui me faisaient le même reproche. Depuis qu'ils sont là, est-ce que tout va pour le mieux? Non. Est-ce qu'ils l'ont dénoncé? Non. Et donc voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on fonctionne, on a des textes qui nous amènent à fonctionner. Je suis d'accord, mais rassurez-vous, je ne suis pas là pour défendre ceux qui sont au pouvoir. On a des textes qui nous amènent à fonctionner, d'accord? Et un ministre, il a des instances où il s'exprime. Et lorsqu'on s'est exprimé en conseil interministériel et que le chef de l'État a pris une position, si vous n'êtes pas d'accord, vous sortez du gouvernement. Si vous y restez, c'est qu'il y a une majorité s'est dégagée et c'est aussi ça gouverner. Gouverner, ce n'est pas seulement faire sa propre volonté, c'est aussi accepter que, bon, écoutez, j'ai mis un point de vue, il a été minoritaire, on avance. Aujourd'hui, j'ai mis un point de vue sur la place publique concernant les élections. On m'a dit non, on a entendu votre point de vue, mais on avance, on y va. Mais justement, vous dites qu'il faut la discipline, il y a le principe de la discipline militante. Oui. Et vous dites qu'il faut s'affranchir de cela. Ce qui me gêne, c'est que vous ne vous êtes jamais affranchi de cette discipline militante. Vous mais précisément, dans la discipline puisque c'est ça qui a conduit au coup d'État, puisqu'on a dit qu'on change, je constate malheureusement que ce qui nous a été reproché, c'est ce qui se reproduit. J'ai quand même le droit de le dire. Si on nous a reproché hier d'avoir systématiquement été alignés sur les positions du chef de l'État, pourquoi ceux qui nous reproché hier sont aujourd'hui en train de s'aligner exactement de la même façon? C'est en cela que je dis, on ne peut pas vouloir changer de république et reproduire les mêmes choses, les mêmes comportements. Sur ce plan, et nous en débattrons depuis, je suis d'accord avec lui. D'où je dis, je ne me fais pas défenseur, je reste froid et objectif. Parce que je n'appartiens à aucun parti. Je ne fais pas l'apologie ni de ceux qui sont au pouvoir, ni de ceux qui... Je reste factuel. Je dis que dans mon analyse politique, j'ai constaté que plusieurs hommes politiques de l'époque reprochent des actes qu'ils ont eux-mêmes posés de façon très très brillante et reprochent justement au pouvoir aujourd'hui de poser les mêmes actes. Moi, c'est sur la qualité de ces personnes à venir faire ces reproches. Mais bien sûr. Que ce soit quelqu'un qui n'était pas là, je comprendrais. Mais attendez. Les personnes qui ont nagé dans des eaux froides. Pourquoi voulez-vous que, lorsqu'on m'a fait des reproches à moi, lorsque j'étais dans l'exercice de mes fonctions, et que je vois que ceux qui me l'ont reproché font la même chose, j'ai le devoir, moi, de dire, mais attendez, vous m'avez reproché ça, mais vous faites pire que moi. Lorsque je vois qu'aujourd'hui, il y a des ministres qui, à l'époque, étaient dans l'opposition, reprochaient ce qu'ils ont appelé le conabellisme, et que je les vois reproduire la même chose, en train de chanter les louanges de M. Oligui, qu'il reprochait à d'autres hier. J'ai quand même le devoir de dire, mais je suis surpris de vous voir faire ça, pourquoi vous le faites? C'est un devoir. Nous sommes d'accord avec vous. Ils me l'ont reproché. Maintenant que je ne suis plus aux responsabilités, c'est un devoir de leur rappeler que ce que vous disiez hier, faites-le maintenant. Si vous ne le faites pas, vous faites pire que nous. Voilà, c'est tout. Monsieur le Président, je m'en voudrais de ne pas véritablement évoquer cette question. Maître Bélanger, merci de l'avoir rappelé. Monsieur le Président, on ne revient pas sur le passé, mais il y a au moins quelque chose qui a retenu l'attention des Gabonais, c'est le fait que vous ayez dit un jour, au sortir du 30 août, que
vous assumez votre passé, pour vous, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on vous a vu quand même prendre certaines positions contre vos anciens amis du Parti démocratique gabonais qui, eux, ont choisi d'aller soutenir. Et vous, vous êtes resté sur une posture qui voudrait dire que j'assume mon passé. Et parce que j'assume mon passé que je maintiens ma position. Non, je crois que non, c'est une incompréhension. C'est une incompréhension. Non, non, non. J'ai dit, d'abord, personne ne peut effacer son passé. D'accord. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais je peux corriger mon avenir en tirant les leçons de mon passé. Et donc, oui, j'ai été aux responsabilités. Je ne vais pas le nier. Dans ce qui a été fait, on me dit, oui, vous avez mal fait les choses. Je demande souvent aux gens, mais au-delà du jugement global d'un régime, jugeons aussi les individus sur les responsabilités qui leur ont été confiées. Et je dis, j'ai été ministre de la Communication. Qu'ai-je fait la communication? J'ai fait le code de la communication qui fonctionne encore aujourd'hui. Ça fait bientôt 10 ans que ce code existe et qui produit les résultats. J'ai fait la redevance audiovisuelle et cinématographique ici pour permettre aux médias publics d'avoir un peu de ressources. Je l'ai fait. J'ai fait Gabon 24, j'ai fait le musée national, j'ai fait Gabon Culture, j'ai fait Gabon 9 provinces. Ça a été mon parcours, je l'ai fait. Après, il y a un jugement global du régime qui n'a pas donné satisfaction. C'est une... Je ne vais pas me renier, mais dans le même temps, lorsque je dis j'assume mon passé, je dis simplement que dans mon passé, j'ai connu des hauts et des bas, ça fait partie de moi. Mais que là, je tire des leçons pour bâtir l'avenir. J'ai demandé à l'intérieur du Parti démocratique gabonais après le coup d'État. J'ai dit, écoutez, entendons ce que disent les Gabonais. Les Gabonais nous reprochent des choses. Soyons à l'écoute et réformons le parti. Ne nous accrochons pas, n'embarrassons pas les nouvelles autorités. J'avais employé ce terme-là. Ne les embarrassons pas, ne les gênons pas, ne soyons pas un poids pour les nouvelles autorités. C'est les Gabonais. Ils ont pris leur courage, ils ont fait un coup d'État, ne nous accrochons pas. Mais j'ai vu qu'ils se sont accrochés. Mais j'ai aussi vu que le nouveau régime avait besoin d'eux. Là, on est dans le débat UDB-PDG. Le PDG dit à UDB, mais nous, quand on allait en campagne, vous n'existiez pas. Quand on a fait le référendum, vous n'étiez pas là. Quand on a fait élire M. Oligui, vous n'étiez pas là. Ne nous faites pas de bruit. Je caricature un peu. Mais l'UDB dit, attendez, Oligui, c'est notre créateur, notre fondateur. Il ne vous a pas fondé, vous. Ce débat traduit quoi? Il traduit le fait qu'au moment du coup d'État, on n'a pas traité la question politique. On n'a pas traité la question qui a été recommandée au dialogue, de dire qu'il faut suspendre le PDG. Peut-être que si le PDG avait été suspendu, on n'en serait pas à ces débats-là. On n'en serait pas aujourd'hui à dire PDG, UDB, blanc, bonnet, bonnet, blanc, parce qu'on observe les mêmes comportements, les mêmes personnes. Vous aviez quelqu'un qui était encore au sein du PDG jusqu'à juillet 2024-25, membre du bureau politique du PDG, membre du comité permanent, et qui est maintenant un directeur de cabinet du président de l'UDB. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Le renouvellement, c'est aussi... C'est ce dont on parle, la qualité de nos hommes politiques. C'est ça. Excusez-moi, mais vous m'excuserez, Monsieur le Président, j'ai toujours déploré, je dirais, excusez-moi l'expression un peu dure, mais le caractère médiocre de nos hommes politiques, ou de certains de nos hommes politiques, qui manquent d'éthique et qui manquent, je veux dire, de réserve. Je veux dire, la personne dont le président n'a pas et d'autres n'ont pas eu, je veux dire, j'ai écouté les discours du PDG. Et je veux dire, personnellement, c'est un parti qui pour moi n'a... voilà. Mais je trouve que c'est insultant pour les Gabonais. C'est insultant pour ce que nous voulons faire de notre pays. Et c'est ce qui, moi, me gêne aujourd'hui de voir que ceux d'hier qu'on a condamnés, et à ce propos, je suis d'accord avec le président, ceux d'hier qu'on a condamnés, ceux qui ont foutu la merde dans ce pays, c'est qui n'ont aucune éthique, aucune morale, ni citoyenne, ni politique, ni sur quoi que ce soit, on les ramène dans le jeu politique actuel et on nous dit non, c'est les Gabonais, c'est l'inclusion. On doit prendre tout le monde. Non, on ne peut pas prendre tout le monde. Non, on ne doit pas prendre tout le monde. Parce qu'une nation, ça se construit avec des personnes qui ont de la morale, qui ont de l'éthique et qui ont une véritable volonté de construire une nation. Il faut, et je dis à Monsieur le Président que tout à l'heure il nous a dit ce qu'il a fait en tant que ministre de la Communication. Il vous a fait une liste. Il a fait Gabon 24, il a fait Gabon Culture, etc. J'aurais souhaité qu'il me dise, dans le même esprit de liste, qu'est-ce qu'il n'a pas fait et qui a mis mal le Gabon. Je connais qu'il est brillant. Et j'apprécie, depuis le coup d'État ou le coup de libération, selon qu'on l'appelle, la posture qui est la sienne. Je dis, en tant que juriste,
dégager de l'activité politique. Je sais apprécier ce qui est bien. Ce qui me plaît, c'est la posture qui ne bouge pas, qui reste ferme. Et c'est ça qu'on attend d'un homme politique. L'éthique et la morale. Comment voulez-vous, monsieur, que des personnalités politiques que nous voyons tous aujourd'hui au PDG et dont nous connaissons la portée des casseroles viennent nous dire qu'elles se sont découvertes une moralité, un bon sens. Elles se sont découvertes un amour pour le Gabon. Et elles quittent un parti. Je ne suis pas PDGiste, je parle de morale. Elles quittent un parti qui les a nourris, qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, pour aller dans un nouveau parti à peine créé, parce qu'on suit, comme on dit, le pain et les plaisirs. Pour moi, c'est inacceptable. Et c'est à ce niveau que je me donne le devoir de réserve face à tout ce qui se passe. Face à l'UDB, face au PDG, face à toute l'activité politique qui se passe, parce qu'il y a un manque de morale de nos acteurs politiques, un manque d'éthique. Ce qui fait que nos partis politiques n'ont, aucune emprise véritable. Parce que c'est des partis politiques qui, très souvent, n'ont pas d'idéologie réelle. Et moi, je suis fatigué avec ça. Et je pense qu'il faut supprimer tout ça. Il faut écraser tout ça et partir sur un modèle avec un ou deux partis qui nous permettraient d'avoir, j'espère, des hommes politiques plus loyaux, plus intègres, plus éthiques. Pour l'instant, on est très loin. Et donc, la modification constitutionnelle et les modifications du code électoral, c'est de l'habillage juridictionnel, de l'habillage légal. Pour moi, le véritable problème au Gabon, c'est la qualité de nos hommes politiques. Et à ce niveau, il faut que le travail soit fait. L'autre problème, c'est le manque d'implication de notre élite, de nos élites. Nos élites sont trop timorées. Nos élites ne veulent pas se mouiller. Elles veulent se faire applaudir sans prendre des coups. C'est pour cela que les acteurs politiques qui manquent de morale, comme vous le dites, qui manquent d'éthique, sont encore là parce qu'on ne sent pas une génération de Gabonaises et de Gabonais vouloir apporter du sang neuf. On ne le sent pas. On ne sent pas des gens qui veulent prendre les choses en main. Bien sûr, chacun est assis, chacun critique. Vous avez évoqué tout à l'heure mon audience auprès du président de la République. Les réseaux sociaux, on a tout lu, tout entendu. Mais ça, j'ai une éthique de gouvernance. J'estime que ce que j'ai à dire publiquement, je dois être en capacité de le dire au chef de l'État. En le respectant comme chef de l'État, j'ai mené campagne contre lui. Les Gabonaises et les Gabonais l'ont élu. C'est lui le président de la République. Il n'y en a pas un autre. Je ne suis pas président. Il est le président de tous les Gabonais. Mais je lui dis, sur tel point, je ne suis pas d'accord. Sur tel autre, je ne suis pas d'accord. Mais républicainement. Mais le jour où je serai d'accord avec ce qu'il va dire, je le dirai également. Pour dire ça, là, je suis d'accord. Je vous dis, et j'approuve votre analyse de la situation politique. Il faut prendre des textes. Il est important qu'il y ait des textes. Il faut aussi faire le choix des hommes qui vont pouvoir incarner les institutions. Lorsque vous avez dans les institutions, c'est pour cela que je me suis permis de dire dès le départ, la tradition est en train de trahir ses engagements. Lorsque vous voulez un champ nouveau, vous ne pouvez pas, même du point de vue de la simple perception, vous ne pouvez pas vouloir faire un champ nouveau en reprenant à vos côtés l'ensemble de ce qui a été décrié hier. Ça pose problème. La perception est mauvaise. J'ai pris une décision, celle de ne pas continuer la même chose. Ça m'en coûte, mais je dis je ne continue pas. Moi, j'ai entendu les Gabonais. Vous savez, lorsque je suis au palais le 4 septembre 2023, le jour de la prestation de serment de M. Oligui Nguema, et que j'ai des Gabonais sur mon parcours qui se mettent à chahuter, j'entends cela. Lorsque je vais dans les quartiers, j'entends ce que me disent les Gabonais. Mais un homme politique normal doit être à l'écoute. Si on vous a reproché des choses, faites en sorte de les changer. Mais le débat actuel, il est d'une pauvreté affligeante. Personne ne parle même du projet de société pour lequel M. Oligui a été candidat. Personne n'en parle parce qu'ils ne l'ont pas lu. Et c'est ça qui est dramatique. Cette constitution qui a été votée, personne ne va expliquer. Maître Béranger vient de dire tantôt, il y a des outils ici qui peuvent permettre le contrôle. Effectivement, il y a un contrôle possible. Ce que j'ai indiqué, moi, c'est qu'il n'y a plus la possibilité de renverser un gouvernement par le Parlement, mais il y a un contrôle possible. Mais ce contrôle ne peut être possible. Absolument. Il ne peut être possible que dans la mesure où on ne va pas en campagne en disant « je m'en vais pour soutenir ». Ça veut dire que je vais donner un chèque en blanc. On est en campagne pour dire « je veux être parlementaire »
pour contrôler l'action du gouvernement. C'est ça la mission du parlementaire. Et le soutien ne peut être qu'un soutien en rapport à deux éléments. Un, que disent les textes. Deux, l'intérêt des populations gabonaises. C'est ça le soutien qui doit y avoir. C'est les hommes politiques qui ont été créés par le PDG. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes, et je suis d'accord avec lui, vous avez des personnes aujourd'hui qui font en campagne. Et vous leur demandez, des parlementaires, qui, sur le plan, je vais dire, documentaire, vous donnent des critères de compétence. Mais lorsque vous discutez avec ces personnes, elles vous disent qu'elles vont elles vont en campagne législative pour soutenir l'action du président de la République. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Comment allez-vous soutenir l'action du président de la République alors que vous n'avez en réalité pas un pouvoir direct de neutraliser l'action du président de la République? C'est-à-dire que vous n'avez pas compris ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale. Et en 2025, on a encore ce genre de personnages ou de personnalités politiques qui décident d'aller en campagne pour de tels motifs. C'est-à-dire qu'on n'a rien compris et on ne va pas sortir de l'auberge du tout. Et je vous disais tout à l'heure que restons un peu attentifs à la mise en place de ce nouveau Parlement. Je pense que nous aurions de beaux moments de rire. Ça va être catholique. Une bonne transition, Maître Béranger. Président, vous ne répondez pas à ma question sur les doutes de l'ensemble pour le Gabon quant aux résultats dans les délais. Non, j'ai indiqué qu'il va y avoir un certain nombre de difficultés. À la présidentielle, le ministère de l'Intérieur nous a sorti 2 exploits. Le premier, c'est nous avoir indiqué un chiffre de participation à plus de 85% à 17h, 18h. Et à 20h, le corriger à 70-75%. Un chiffre de la participation peut être corrigé à la hausse, mais pas à la baisse. Ça montre bien qu'on a voulu bien faire, mais on s'est un peu précipité. Ensuite, je pense que pour cette élection, on a dit qu'il faudra que les médias aillent au dépouillement pour filmer. La loi ne le prévoit pas. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir là, au moment du dépouillement, des résultats qui peuvent ensuite être corrigés parce qu'il y a eu des erreurs. Surtout là, on va aller sur la proportionnelle. Donc si les médias diffusent des résultats à 20h et que c'est corrigé par la suite, parce qu'on a tempéré les résultats sur la proportionnelle. Voilà pourquoi on parle de tendance, en fait, dans ce contexte. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de tendance. Et il faudra donc être prudent. La question de la transparence dans le système électoral, ce n'est pas la question du voyeurisme. La transparence, c'est faire fonctionner tous les mécanismes prévus par la loi. Si on décide que les médias vont assister, on le met dans la loi. Ne faisons pas les choses pour faire plaisir alors que la loi va être violée. Le dernier point, j'ai pris le cas de Zamayon. Monsieur le Président, juste vous dire que ce qui n'est pas interdit est permis. Laissez de terminer sur ce point et puis vous pourrez peut-être... L'autre élément sur ce sujet, c'est que puisqu'il s'agit de l'égalité de tous, nous n'avons pas la capacité de déployer les médias publics sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des bureaux de vote. Et donc, si certains bureaux de vote peuvent être couverts, et surtout que ce n'est même pas la majorité, ça pourrait poser un certain nombre de difficultés. Mais peu importe, je comprends le souci de transparence. J'ai pris le cas de Zarayon. À la dernière présidentielle, 80 000 inscrits. Bien. Là, nous avons à Zarayon une quarantaine de listes au local. Nous avons pour chacun des sièges entre 15 et 20 candidats à la députation. Et je disais, faisons un exercice pratique. Testons un vote. On a donc un citoyen qui vient pour voter, qui doit prendre 40 bulletins de vote au local. Sur les 40 bulletins de vote, il a le bulletin de son choix. Dans l'enveloppe à coller, il mettra du côté vote. Il a donc 39 bulletins à mettre côté poubelle. Les enveloppes que je connais, sauf si ça a changé, ne peuvent pas prendre 40 bulletins. C'est pratique. On ne peut pas prendre. L'urne que je connais, on aura du mal à faire rentrer cette enveloppe. Et donc, il va falloir des modifications pour permettre que le vote se déroule convenablement. Mais si on prend dans 2 salles de classe, et on a certains bulletins dans une salle, d'autres dans l'autre salle, ça pose problème. 40 candidats, 40 listes, c'est 40 représentants dans le bureau de vote. Donc, dans une salle de classe, vous avez chacun sur une table, 40, table banc, 40. Vous avez donc à aligner les bulletins, et donc cela aurait dû être testé. C'est pour cela que j'ai indiqué que cette élection qui est en train de s'organiser, vu le nombre de candidats, prenons le temps de tester les éléments. Et le dépouillement. Si on doit pouvoir faire le dépouillement tel que prévu par la loi, compter chacun des bulletins de vote, aussi bien côté vote que côté poubelle, c'est un dépouillement qui ira au-delà de minuit, voire 2 heures du matin, sinon plus. Et donc, de ce point de vue,
Dire qu'on va donner les résultats le jour même, on s'avance un peu. Mais j'entends l'ambition du gouvernement dans ce domaine-là. Je crois qu'il faut être un peu modeste. Quelle serait la différence entre ce qui s'est fait hier à la présidence, parce qu'on a quand même eu les résultats, les heures qui ont suivi. Il y avait 8 candidats. Oui, c'est vrai, mais non, il y avait, termes de... Il y avait 8 candidats et la présidentielle, c'est circonscription unique. Là, nous avons 800 candidats à la députation. C'est ce que j'ai vu. Plus de 18 000 candidats au local. Ça fait un travail plus ardu. À la présidentielle, on était 8. C'est facile de compter 8. D'accord. Voilà, Maître Béranger, mais je pense que c'est possible. Rapidement rebondir, parce que nous sommes pratiquement l'élection. au terme de cette émission. Peut-être rebondir très rapidement sur ce que vous vouliez dire et peut-être 30 secondes pour conclure. Et le président pourra... Oui, juste dire que ce n'est pas la première fois que nous organisons une élection législative et locale qui a autant, enfin, plein de candidats, qui a autant de candidats. Donc, ce n'est pas un exercice nouveau. Là où nous avons certainement les inquiétudes de M. le Président, c'est sur la célérité du dépouillement. Moi, j'aime laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs initiatives. Si le ministère de l'Intérieur dit qu'ils vont annoncer le résultat le même jour ou très tôt, observons pour l'instant. On ne peut pas préjuger de leur incapacité à le faire. Je pense que, observons. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que s'il y a une élection, que les résultats sortent le plus rapidement possible. Et ça aussi, il faut l'admettre. Il faut qu'on sorte des résultats électoraux qui sortent 2-3 semaines après, parce qu'on a eu le temps de faire tous les tripatouillages, etc. Non, mais ça n'a jamais été le cas pour les législatives et les locales. Oui, mais les élections, les résultats des élections locales et législatives ont toujours été très tardifs dans ce pays. Même les élections présidentielles, où il y avait souvent 2-3 candidats, c'était très tardif. On avait des jours et des jours après. Et donc, on a pu accomplir quelque chose en ayant des résultats assez rapidement à l'élection présidentielle, ce qui nous a permis de passer à autre chose assez rapidement. Pour nous qui travaillons, il fallait qu'on passe à autre chose. Et donc, ce serait bien que les résultats également des législatives et des locales sortent assez rapidement pour permettre justement à la nation de passer à autre chose et de continuer à travailler. Et pour terminer, je suis en train de dire que déjà c'est un plaisir d'être devant M. le Président, mais j'apprécie, comme je vous disais tout à l'heure, la posture qui est la sienne, mais j'attends de lui qu'il soit beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, une grosse voix, un mégaphone de propositions constructives pour notre pays et non de reproches incessantes. Je pense que c'est quelqu'un qui a à offrir à notre nation, qui a offert à notre nation, qu'il use de tout ce qu'il a comme compétence pour nous faire des propositions constructives en commençant par lui-même à reconnaître, à faire le listing de ce qu'il n'a pas lui-même pu bien faire lorsqu'il était aux affaires. Et je pense que ça commencera par là. Je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela, je n'ai pas pu faire cela. C'est le changement du discours que j'attends de lui. Et pour l'élection locale, j'espère que le ministère de l'Intérieur fera le mieux pour que nous ayons une élection qui soit la moins contestée possible, que nous puissions avoir un Parlement qui soit, je veux dire, le reflet de la volonté des populations. Et en ce qui me concerne, je suis observateur de la vie politique. Je ne prends pas personnellement par la vie politique, j'observe. Donc je vais observer ce Parlement au regard des candidatures que j'observe dans la ville de Libreville. Et j'espère que c'est un Parlement qui va me surprendre positivement. Du moins, je mets le souhait. Président, les élections législatives et locales n'ont jamais donné lieu à des contestations. Les résultats ont toujours été très rapides, à l'exception de la présidentielle. Il faut indiquer ça. Pour ce qui est de ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, écoutez, il y a suffisamment de gens pour dire ce que je n'ai pas fait, pour que je me contente moi de dire ce que j'ai fait. Il y a un débat, il y a des ratés. J'ai indiqué à plusieurs reprises que j'aurais pu prendre des décisions différemment. Mais les choses sont faites, c'est pour ça que je dis j'assume aussi mes erreurs dans ce domaine-là. Les propositions constructives, j'en fais. Et récemment, j'ai proposé au président, mais déjà à la conférence de presse, mais de visu, de refaire totalement notre système éducatif et de formation. De le refonder totalement et de recréer à nouveau les collèges, collège d'enseignement technique, collège d'enseignement général. Pourquoi ? Je lui ai dit, mais vous annoncez que vous voulez la transformation du manganèse dans 3 ans. C'est une bonne décision. Mais Ali Bongo a pris la même décision. Pourquoi ce n'est pas allé au bout ? La question des personnes, pour prendre en charge cela, les ressources humaines, le capital humain. J'ai proposé cela. J'ai indiqué dans des propositions que j'ai faites, notamment dans mes conférences de presse, la nécessité de faire en sorte qu'on accompagne mieux
les jeunes Gabonais. Et j'ai indiqué dans quel sens? J'ai indiqué que ce qui a été fait à Plénoriti, au lieu de chercher à construire à nouveau des administrations, mais qu'on élargisse l'université. Si on ne veut plus que les enfants aillent à l'étranger, mettons au Gabon de meilleures conditions d'apprentissage pour eux. Et j'ai indiqué que ça peut être fait en PPP, l'État apporte le terrain, on a des universités privées ici, on a des financements et on trouve des connexions à l'étranger pour construire ici des universités connectées à la Sorbonne et à d'autres. J'ai fait ces propositions-là. Donc je ne suis pas que dans la contestation, j'ai fait aussi des propositions. J'ai été Premier ministre, j'ai été ministre longtemps. Mon opposition ne peut pas être une opposition de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas moi aujourd'hui qui vais dire, écoutez, allez sur la Lune. Ce n'est pas le besoin du Gabon. Les besoins du Gabon sont là, je les connais. J'ai exercé et je fais des propositions. Mais dans le même temps, je ne suis pas le conseiller de M. Oligui, je suis son opposant. Et étant son opposant, c'est aussi de mon devoir de dire, bon, ça ne va pas. C'est aussi cela, la démocratie. On vous le reconnaît. Voilà. Mais dites beaucoup plus ce que vous souhaitez faire pour le Gabon. Ah non, mais écoutez beaucoup plus ce que dites-le beaucoup plus, parce que voilà, ce qui est mal fait est trop dit. Messieurs, merci d'avoir il faut écouter davantage ce que je dis, et il y a beaucoup de propositions. Merci d'avoir participé justement à cette émission, qui d'ailleurs, je l'espère, a édifié plusieurs auditeurs gabonais et plusieurs compatriotes au travers de ce débat qui peut-être s'achèvera peut-être d'ici quelques jours, parce que sûrement les choses seront bien faites au niveau du ministère de l'Intérieur pour que justement il y ait cet apaisement et peut-être redonner un peu de confiance et de sérénité au niveau des états-majors politiques. Non, mais il faut espérer que les choses soient bien faites et qu'on respecte la loi. C'est ce que nous espérons tous. C'est le Gabon d'abord. Voilà, c'est pas les individus, les partis. Le Gabon d'abord. Madame, messieurs, merci. C'était « Et si on en parlait ?» Nous recevions deux invités. Alain-Claude Bilebizé, ancien parlementaire, ancien membre du gouvernement, ancien Premier ministre. Et de l'autre côté, nous avions Maître Béranger, qui est avocat au barreau du Gabon. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Gabon. Une émission qui a été réalisée par Wilfried Nzo Ntutum, supervisée par Lina Kelia Mouniépa à la supervision générale, Claudette Okom Eore, une idée originale de Lauriane Igambo. Je suis Vibriant Asokolomo. Merci d'avoir été avec nous, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour une autre thématique. Merci.